C'est pas parce qu'on s'approche de la période estivale qu'on ne se chope pas des rhumes. La preuve, je suis un petit peu encombré, mais c'est pas grave, on va le faire, ce 173e épisode ou 173e épisode si vous préférez. Épisode que nous allons mettre en boîte durant une petite heure avec Xavier. Salut Xavier. Salut. Et puis avec Sébastien, celui qui a les cheveux. Toujours important de préciser, hein, je le rappelle. Pour le moment, tant qu'il en a des cheveux, à moins que l'autre Sébastien se fasse implanter. Voilà, par exemple. C'est votre revue de presse technologique de la semaine que nous vous proposons dans chaque épisode hebdomadaire. Alors évidemment, quand il y a une actualité un petit peu plus forte, même si elle n'est pas technologique, bien souvent ça prend le pas sur tout le reste parce que ça occupe beaucoup le terrain et en l'occurrence ici le terrain de foot. Merci dessus. Non, c'est pas le tennis, c'est pas Roland Garros. Il y a eu Roland Garros et là maintenant c'est au moment où nous enregistrons, c'est le football qui prend un peu le pas, évidemment sur l'actualité de manière globale, soyons clairs. Et donc du coup, on est un petit peu plus pauvre en matière d'actualité technologique. Quoique, il y a des choses technologiques aussi qui touchent au foot, Xavier. J'ai vu passer une petite news comme ça sur mon Facebook. Alors je sais pas si ça a été publié tout récemment, mais en tout cas Xavier Daman avait créé un compte Twitter qu'il alimentait. Faut peut-être juste préciser qui est Xavier Daman pour nos auditeurs. Alors Xavier Daman, c'est un entrepreneur belge qui était à la tête de Storify. Voilà, Storify, là ça doit parler à beaucoup plus de monde à mon avis. Voilà. Et donc, il avait créé une petite application qui récupérait le dernier goal d'un match et qui le publiait automatiquement sur un compte Twitter. Après, il a été gentiment prié de mettre fin à ça sous peine de poursuite pour des questions de droit de diffusion, évidemment. Et donc, il a mis le code en open source sur GitHub. Ouais. Et donc, il y a des personnes qui ont dit si tout le monde crée un petit bot qui va récupérer les goals qu'il publie sur 10 comptes Twitter différents, ils vont avoir beaucoup de mal à poursuivre quelqu'un pour ça. Ouais. Mais donc voilà, c'est juste pour la petite anecdote. Donc, en même temps, les images, elles ont été achetées par des chaînes de télévision, des diffuseurs, des sites web, etc. Le faire comme ça, c'est pas très légal, entre guillemets, ou c'est pas... Enfin, voilà, après, chacun jugera. Si vous avez envie de prendre des risques, moi, je le ferai pas, mais voilà. Ceux qui veulent essayer, c'est le compte donc, de Xavier Daman, c'est XDaman, D-A-2-M-A-N, et le programme en question, c'est Replay Last Goal. Voilà, c'est à l'avantage d'être clair. Je sais pas ce qu'il en pense, Sébastien, qui n'aime pas le foot d'ailleurs, mais sur le principe. Non, j'aime pas le foot. Donc honnêtement, j'avais vu il y a 4 ans le truc, ça m'avait déjà pas fait triper. Je trouve ça sympa qu'il l'ait fait, je trouve... je trouve ça fun. Pour la démonstration déjà. Pour la démo technique, parce que tu dois aller agréger plusieurs infos à plusieurs endroits et en même temps avoir le replay qui va bien. Ouais. Donc la démo technologique est drôle, mais voilà. Après, au-delà de ça, c'est une vidéo qu'on capture au bon moment et qu'on poste sur un tweet. Ouais. Donc on n'est pas non plus sur. Non, voilà. C'est une révolution. Non, et ça reste du foot, quoi. Pas une révolution. Ça reste toujours du foot. Et ce n'est que du foot. Non, j'ai pas dit que du foot, du foot. Parce que déjà, je trouverais ça sympa s'il y a des petits clubs locaux qui commencent à utiliser ça. Oui, par exemple l'Italie. Non, mais je veux dire, je sais pas, t'as un club, le club de ton gamin qui joue, je sais pas moi, au basket ou n'importe quoi et qui fait un petit goal et qui sur le compte du club, ça peut être sympa. Pour des petits clubs, de petites équipes dans des petits pays. Il n'y a pas de question de droit. Et voilà, il n'y a pas des questions de droit à l'image et des choses comme ça, oui, effectivement. Côté courrier des auditeurs, avant d'entamer très rapidement notre abécédaire habituel, on a reçu plein de messages, un peu partout sur les vidéos, etc., qui n'appelaient pas nécessairement de réactions ou de commentaires. J'en ai juste retenu un, vite fait, bien fait, sur notre blog, lestechno.be, de la part de Battant, qui est un de nos rares auditeurs suisses. On les salue au passage. Bonjour, Tesla préparait une mise à jour avec l'autopilote
complètement géré. On se demande ce qui va se passer en Europe avec la loi, mais en attendant, ils auraient fait une mise à jour de l'autopilote plus agressive au niveau des messages d'alerte. J'imagine l'autopilote qui tout d'un coup t'engueule quand tu roules pas bien ou quand tu roules pas assez vite ou trop vite. Ralentis. Ceinture. Voilà, l'autopilote agressif, quoi. Moi, j'ai pas tout suivi, mais j'ai vu en tout cas que effectivement, ils allaient faire beaucoup plus attention à ce que le pilote, entre guillemets, que le chauffeur reste avec les mains sur le volant. D'accord. Donc ils vont mettre des choses en place pour ça. Un autopilote plus agressif va faire tes mains. J'imagine agresser tout le temps, ça risque d'être voilà, un peu compliqué. Je vais porter plainte. C'est un bon accent belge, ça. Oui, c'est ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé Merci en tout cas pour vos messages, vos questions éventuelles, etc. On essaye d'y répondre en général. Il y avait une question aussi pour Benoît, il y a répondu également. Donc voilà, n'hésitez pas. Partagez également des informations entre vous. C'est fait pour ça aussi, les commentaires, que ce soit sous nos vidéos sur YouTube ou sur notre chaîne lestechno.be, sur notre blog lestechno.be. Voilà, je vais y arriver. On peut entamer l'ABCDR de la semaine. Il n'y a pas de lettre A. Non, il n'y a pas de lettre B. Non. Par contre, il y a une lettre C. C'est comme crypto, comme crypto-monnaie, on imagine, Sébastien. On va parler pourtant d'Apple, comme quoi il y a quand même une petite lettre A, qui bloque l'abus de minage sur iOS. Parce qu'il y a des gens qui minaient sur iOS. C'est ça, et l'abus de minage est nuit à la santé. Oui. Donc, surtout ne minez pas trop. Non. Voilà. Sinon, après, vous serez blanc, comme ça. et voilà. Pourtant, c'est une spécialité des jaunes. Hein. Oui. Le minage. Oui. Ouais. Il y en a beaucoup d'autres qu'on a fait en Belgique pour le minage, mais bon, c'est historique. Oui. Et on n'a pas fait autant d'argent. Mais donc ici, Apple, ils ont décidé de bloquer pas mal de trucs assez logiquement. Je trouve, allez, je vais presque saluer le truc parce que c'est pas mal. Oui. Ça protège les consommateurs dans le sens où quand tu installes une app, il y en a quelques-unes en app gratuite qui se permettent en tâche de fond de faire du minage sur ton iPad pendant qu'on a Xavier qui est en train de vomir. Oui, c'est bizarre. Il souffre. Oui. Et donc, si tu avais un calendrier, Calendar 2, qui, en arrière, pendant que donc, tu avais installé l'app, continuait à faire du minage sur ton terminal. Donc, effectivement, ça ruinait les performances de ton iPad. La batterie. Tu te demandais pourquoi tu perdais ta batterie. Et tout ça, c'est parce que il se rémunérait sur ton CPU parce que l'app était gratos. Donc, ça, Apple, ils ont dégagé l'app. Et ils ont décidé de mettre des règles extrêmement strictes. Pas de minage sur une application qui n'est pas faite pour. Pas de minage en échange de quoi que ce soit. En gros, quasi plus de minage du tout. Certainement pas en tâche de fond. Et même au niveau paiement, plein d'applications sont maintenant interdites. Tu ne peux plus avoir que des porte-monnaies électroniques s'ils sont autorisés par le développeur, spécialement par Apple, s'il y a des sociétés derrière qui ont pignon sur rue, etc. Donc des boîtes comme PayPal vont continuer à avoir des apps, évidemment, surtout sur iOS, mais des trucs que tu ne peux pas vérifier, Apple dégagera manu militari. Ce que je trouve bizarre, je te coupe 2 secondes, Sébastien, c'est que on a l'impression toujours quand on développe des apps pour iOS qu'il faut montrer patte blanche, qu'il y a une période, il vérifie le code avant de pouvoir le lâcher, etc. Donc ça veut dire que par le passé, ils ont laissé faire, en fait. Mais oui et non. C'est assez difficile de savoir que tu as une app qui va faire du minage en fond, parce que quand tu balances une app pour faire un review à Apple, t'as pas le choix, effectivement, ils testent. Et s'il y a des apps avec des comptes, tu dois leur donner des credentials avec un compte qui permet automatiquement. Donc les mecs, ils testent vraiment les apps. Maintenant, ce qu'ils testent, c'est qu'ils ont des milliers de nouvelles versions à tester tous les jours. Donc il faut bien se rendre compte que les mecs, ils vont lancer ça, ils vont regarder 5 minutes, voir que
Ils ont quelques tests automatisés et puis après ils désinstallent l'app. Il y a vraiment moyen de bien cacher la fonctionnalité. Oui, bien sûr, il y a moyen. Que ce soit couvert par d'autres trucs et qu'on passe complètement au travers, quoi. Oui, tout à fait. Il y a moyen. Il y a des fonctions qui sont interdites d'utilisation sur iOS parce que tu n'as pas le droit de faire certaines API privées. Il y a moyen de les utiliser qu'en allant chercher dynamiquement la fonction au moment où ça t'intéresse. Et donc, il faut que le mec d'Apple, il l'ait chopé à ce moment-là, qu'il s'en rende compte. Et c'est impossible pour eux d'aller le vérifier automatiquement. Et ils vérifient pas non plus parce que c'est pas l'objet non plus. Ça, c'est à chacun son boulot. La performance de l'application, c'est pas non plus un critère bloquant, j'imagine, pour eux, de dire voilà, votre application, elle fonctionne, elle nous pose pas de problème, elle consomme des ressources inutilement, mais c'est votre problème, quoi. En gros, c'est là aussi c'est des douanes, en fait. Non ? Oui, sauf qu'ici, maintenant, ils l'interdisent et ils vont probablement le traquer suivant les stats qu'ils vont récupérer des utilisations des apps. Ceci dit, j'ose pas imaginer ce que c'est dans le monde Android, hein, du coup, parce que là, il y a peu de contrôle, par contre. C'est en train de se renforcer. Hein. Ils sont en train de très fort serrer la vis. Ils ont encore cette semaine bloqué plein de devices du Play Store en disant ces devices sont pas compatibles, vous n'avez plus accès. Et même à niveau applicatif, ils sont en train, comme Apple, d'interdire l'accès à certaines fonctions. D'accord. Mais voilà, un peu moins... C'était un gros problème à un moment donné avec des jeux qui fonctionnaient pas bien ou des choses comme ça, qui bouffaient des ressources, enfin pour d'autres raisons, et qui étaient mal optimisées tout simplement, et donc on mettait sur le compte de ces applications-là souvent la batterie qui perdait de sa puissance très rapidement. C'était souvent dû à ce type d'application qui était mal configurée ou mal codée, quoi. Xavier, tu avais levé ton doigt très scolaire. Oui, mais c'est juste, j'ai vu passer une news en rapport avec ceci. En gros, Apple a également commencé à être beaucoup plus strict, enfin, sur le contrôle de ce que les développeurs récupèrent comme information personnelle et dans quel but. Et donc, pour pouvoir récupérer des informations personnelles, maintenant, ils vont devoir vraiment justifier que c'est utile dans l'application et qu'ils ne revendent pas ces infos et qu'ils ne les utilisent pas d'une autre manière que c'est prévu tel qu'expliqué lorsqu'on installe l'application. Donc en fait c'est ce que ça aurait toujours dû être. Oui, mais, c'est marrant. Maintenant ça va être obligatoire. Ça tombe en même temps que le RGPD en fait. Hein. C'est quand même assez particulier, Seb. C'est marrant parce qu'il le faisait déjà à l'époque quand on avait créé, on avait lancé notre toute première app il y a je sais plus 6-7 ans. On avait la création d'un profil et il nous avait cassé la tête parce qu'on avait rendu une série de champs obligatoires. Il disait non, ça non, ça non, ça non, ça on veut pas. Bah, c'est un petit peu aussi en fonction des périodes où ils ouvrent et puis ils se rendent compte que non et ils referment. Enfin voilà, et ils s'en foutent. Hein. T'as raison, que ce soit technique en tout ou que cas, ce soit ils ont le été base de ton laxistes service. sur certains points. Je veux dire, t'avais des apps qui accédaient à ton carnet d'adresse, à ton carnet de contact, alors que il n'y a aucune raison pour l'application d'y avoir accès, ce genre de choses. C'est pour ça, dans le monde Android, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair parce qu'à l'installation d'une application Android, il dit à quelle partie des informations il veut accéder. Alors il dit pas pourquoi il veut... Non, c'est plus le cas. Moi, il me semblait qu'il te précisait encore. Et alors tu pouvais décocher les trucs. Non, t'as pas besoin d'avoir mon carnet d'adresse, tu décoches. Ce qui n'empêche pas l'application de pouvoir fonctionner. Enfin, ça dépend de l'application aussi. Mais... Alors, plus tout à fait maintenant. Maintenant, tu peux installer l'app et tu peux faire des updates, même si les droits ont changé. Mais tu ne donnes aucun droit au moment où tu l'installes. C'est au moment où tu la lances qui te demande le droit. Mais comme les gens ne comprenaient pas, ils disaient oui à tout. Ils se sont dit on le fait plus à l'installation, mais on le fait à l'utilisation. Comme ça, l'app n'a aucun droit tant qu'on n'utilise pas ce droit. C'est ça. Et des fois, il faut pas hésiter à essayer de décocher des trucs, hein, parce que des fois, l'application n'a pas besoin de ces informations pour fonctionner. Et c'est souvent le cas. Je serais tenté de dire. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Fin de la parenthèse sur cette histoire d'applications qui sont bloquées du côté d'Apple pour ne pas miner des crypto-monnaies. Je le rappelle. On passe à la lettre F. F comme Facebook. Xavier, Facebook veut concurrencer Twitch.
Twitch, c'est cette plateforme de streaming principalement axée jeux vidéo, qui est supportée par Amazon. YouTube a fait un peu la même chose, Google a fait un peu la même chose sur YouTube maintenant. Et donc Facebook a voulu rattraper un petit peu le retard en intégrant une plateforme dédiée au streaming de jeux vidéo, donc les e-sports également sur son site. Le but avoué, c'est aussi de rester pertinent envers les jeunes qui se détournent de plus en plus de Facebook. On sait que Facebook est plus tout à fait le réseau social privilégié par un truc de vieux Facebook par les jeunes, et alors qu'on se disait souvent mais voilà, Facebook voudrait un petit peu être l'accès unique pour tout ce qui est basé sur Internet pour beaucoup de monde. Ils aimeraient qu'on reste le maximum de temps sur la plateforme, et donc voilà, pour attirer les jeunes, ils ont fait ça. Ils ont développé également une plateforme pour visualiser tous les streams qui sont triés par jeu. C'est la page fb.gg. Et Facebook va financer un petit peu comme le fait Twitch les streamers et les organisateurs de compétitions d'e-sport. Ils vont en dire un petit peu plus lors de l'I3 qui est la grand-messe du jeu vidéo. Qui est en cours, le 3, qui a débuté. Voilà. On ne suit pas trop, nous, les jeux vidéo dans les technos. Je pense que ceux qui nous suivent ont l'habitude de ça. Mais de temps en temps, il y a quand même des informations qui forcément percolent et donc on en parle aussi parce que voilà, ça intéresse aussi les technophiles que vous êtes certainement. Donc voilà, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? Je pense que les jeunes sont déjà sur Twitch et n'ont pas trop envie d'en bouger pour l'instant. Ils sont dans leur monde à eux. Et donc, revenir dans un site de vieux pour voir des jeux vidéo qu'ils peuvent avoir, auxquels ils peuvent avoir accès sur une autre plateforme, j'ai un petit doute, moi, mais bon. Je crois que ça va quand même mettre fort en avant tout ce qui est streaming, etc. Parce ça, que c'est vrai. Ouais. Dans le jeu vidéo, alors certes, ils font ça pour les jeunes, mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de gens entre 20 et 40 ans, voire un peu plus, qui jouent pas mal aux jeux vidéo, qui connaissent pas forcément le streaming. D'ailleurs, qui vont peut-être le découvrir par ce biais-là, quoi. L'âge moyen des gamers en jeux vidéo augmente d'année en année. C'était quelque chose de très jeune il y a quelques années. Le gamer est de plus en plus vieux, en fait. C'est parce qu'il y a de plus en plus de contenu payant d'une part, et les développeurs essayent de faire des jeux maintenant qui vont leur rapporter le maximum d'argent. Comment est-ce qu'on fait ça ? C'est en créant du contenu payant, donc des downloads, du contenu downloadable, ou alors des jeux qui sont liés à un abonnement. Ouais. Et donc forcément, ça s'adresse un peu moins aux plus jeunes, quoi. Oui, mais enfin, ceci dit, s'il y a un public pour ces jeux-là, ça veut dire qu'il y a aussi des gens de 35, 40 ans qui ont encore envie et des jeux qui s'adressent à eux aussi, parce que voilà, tous les jeunes n'ont pas la même cible, c'est ça. Et puis, il y a plus de femmes. Et puis des femmes aussi, c'est vrai, ça fait déjà un moment, mais je pense que ça renforce encore. Enfin, c'est un vrai marché, le jeu vidéo, c'est même un marché supérieur au cinéma, donc c'est super important. Et le e-sport qui se développe de plus en plus. Là aussi, on parlait des droits du foot en commençant. Ça commence à aussi bien augmenter ces droits de diffusion de certains jeux. C'est en train de gonfler également. C'est une affaire à suivre, j'ai l'impression, aussi pour les technos. Pourquoi pas ? Je ne sais pas s'il y avait un truc à rajouter l'un ou l'autre sur ce sujet. On peut passer à la suite. Comme Intel, Sébastien, Intel Pocket PC. On arrive doucement à la fin du portable. J'ai l'impression d'avoir déjà prononcé cette phrase il y a 10 ans. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est un peu, ça arrive régulièrement qu'on dise le portable, ça va. Quand la tablette est arrivée, on a dit c'est la fin du portable. Quand le Pocket, pas le Pocket PC, mais comment c'était encore le Chromebook est arrivé, on a dit c'est la fin du portable, machin, etc. Non, on a voulu tuer la machine de bureau. Ça, oui. Je pense que dans la plupart des entreprises, on l'a tué. Jeu particulier, il y en a beaucoup qui l'ont tué. Ça crève doucement. Oui, doucement. Ouais. Ouais, disons que l'ordinateur portable tendrait, je serais tenté de dire, à ne se retrouver que dans le milieu professionnel, ou parce qu'on voit de plus en plus d'ordinateurs portables, on parlait de jeux vidéo, mais de gamers, quoi, des grosses machines bien lourdes. Oui. En fait, là, je te pose une question d'utilisation. Tu as effectivement un ordinateur portable, tu travailles chez toi.
Et puis tu dois le transporter jusqu'au bureau parce que y a tous tes mails dessus, il y a tous tes documents, il y a tous tes trucs. Et là, tu le redocs et tu recommences à travailler. Ouais. Moi, c'est ce que je fais, effectivement. J'ai mon laptop que je trimballe tout le temps avec moi. Demain, et c'est un concept que Motorola avait commencé déjà à l'époque. Demain, tu prends ton Pocket PC. C'est marrant parce que c'est aussi un vieux nom, hein, le Pocket PC. Oui, d'Intel qui relance le truc. Et tu te promènes partout avec un truc qui a la taille d'un téléphone, qui a la puissance d'un PC. Oui. Et que tu mets dans un dock comme Samsung l'a fait avec son téléphone. Oui. Pourquoi te casser la tête à porter un portable si toute ta vie tient au final dans ta poche? C'est même un pire que ça, en tout cas en ce qui me concerne, mais je pense que je suis pas le seul dans le cas, c'est que là où je travaille, on a des profils, ce qu'on appelle des profils errants, et donc moyennant un accès VPN, toutes nos informations, mails, etc., sont sur les serveurs, sont dans le cloud en quelque sorte, ouais. Et donc voilà, donc je peux trimballer effectivement une machine un peu lourde pour finalement faire ce que fait ce fameux Pocket PC, puisque c'est accéder à des informations qui sont ailleurs, en gros. Là, c'est information locale, avec un CPU local, que tu connectes sur un dock. Ouais. Pour mettre sur un ou plusieurs écrans. Alors, c'est pas encore des trucs en vente, c'est un proto qu'ils avaient déjà présenté il y a 2 ans, mais qui remettent au goût du jour. Et que effectivement, parce que le marché commence à frétiller sur ce qu'a fait Samsung avec le dock Dex pour le Galaxy, qui est assez sympathique ma foi, mais qui n'est pas adapté, hein, parce que on a les applications que tu lances, elles ont la taille sur un écran Full HD d'un timbre-poste, parce que c'est pas prévu pour jouer avec une application classique. Ici, c'est un vrai Windows avec qui tourne, donc c'est un environnement bureau classique. C'est des processeurs qui consomment quasi rien. Il y a une batterie dedans aussi, donc ça peut tenir sans rien. Voilà, le proto est pas trop mal, je trouve. Alors c'est un peu dégueu au niveau design, c'est pas trop mal au niveau principe. Moi, j'aime assez bien le principe de pouvoir te trimballer juste avec un device et qui a tout et qui tient dans ta poche parce que tu peux être partout avec. Et c'est ce que Motorola avait fait à l'époque, mais ce truc s'était complètement éclaté. Eux, ils avaient un téléphone, je sais plus comment il s'appelle, et un portable en tant que dock. Donc tu mettais le téléphone dans le portable et tu avais clavier et écran. Asus avait une solution comme ça aussi, il me semble. Ils avaient sorti un portable et on glissait le téléphone portable. Il faut s'entendre sur les termes parce que je sais qu'en France on dit portable, c'est aussi un téléphone. C'était le téléphone modulaire, le smartphone que l'on glissait dans le portable et on se servait des ressources de l'un pour faire fonctionner l'autre. Xavier. Non, mais pour moi, il y a encore un frein à ça, c'est que aujourd'hui, quand tu vas te déplacer, si tout le monde n'a pas encore adopté ce principe-là, quand tu vas aller, tu dois forcément espérer qu'il y a une station d'accueil à l'endroit où tu vas aller. Alors ça va quand tu fais bureau et maison et que tu te limites à ces 2 endroits-là, mais quand tu vas booker en clientèle ou autre, le côté déjà rien que le fait d'avoir un grand écran, t'as besoin d'un écran et d'un clavier, indispensable. Mais là, je rejoins un peu Sébastien sur effectivement, je pense que c'est plus intéressant pour les gens qui télétravaillent, par exemple, quelques jours par semaine et qui ont besoin d'avoir accès à leurs informations et de pouvoir travailler à domicile. Et effectivement, une partie des devices, une partie du hardware, clavier, écran, etc., pour un certain confort, il le faut en double à ce moment-là. Il le faut à 2 endroits différents. Je suis pas spécialement d'accord parce que on a présenté ici. Alors, je suis désolé si je me plante, mais si on l'a pas encore diffusé, mais un hors-série justement sur un écran qui est en. Oui, on l'a déjà diffusé. On l'a déjà diffusé, ça va, tu me rassures. Qui est un écran qui est en USB-C. T'as un écran en USB-C que tu sais connecter à ton téléphone, il te faut un petit clavier repliable et t'as ton laptop. Tu peux toujours accessoiriser. C'est ça. Donc, si tu te promènes avec un clavier sous le bras, tu peux, pour aller en clientèle, pas de problème, tu pourrais t'en servir. On pourrait imaginer que, de la même manière que certains fournisseurs de télé ont pensé le faire il y a quelques années, Samsung en l'occurrence, avoir l'électronique que tu changes mais que tu gardes l'écran, parce que l'électronique avant évoluait trop rapidement, c'était leur constat, et tu pourrais très bien avoir une coque vide qui est compatible avec un standard qu'Intel imposerait, parce que bon voilà, ils ont Intel, même si Samsung est bien, Intel est assez un
bon historique dans le domaine. Donc Intel impose son standard, tu as une coque vide, tu branches ton truc dedans et tu as ton portable. Ouais. Et l'avantage de ça, c'est que demain, effectivement, tu peux changer et avoir un truc plus puissant ou plus d'espace dedans. Tu l'enlèves, tu reprends, tu le remets dans ta coque et tu as toujours l'impression d'avoir le même portable. Ouais. Donc ça me semble pas des usages qui sont impossibles. À partir du moment où si tu démontes un portable aujourd'hui, comme ça a été fait avec un MacBook, le truc a à peine la taille d'un téléphone. Donc la convergence me semblerait assez logique. Non, mais je suis entièrement d'accord sur le fait que on puisse avoir des coques comme ça et brancher des appareils. Moi j'insistais juste sur le fait que aujourd'hui on a encore besoin parfois d'un écran, d'un clavier, et le smartphone, même s'il te permet de faire beaucoup de choses, n'est pas encore suffisant pour certaines situations. Il faut quand même penser aussi à l'abcès. C'est le rub. L'aspect psychologique du truc, je pense qu'il a fallu beaucoup de temps pour que, je pense au niveau professionnel, qu'on considère qu'un ordinateur portable était aussi performant et apportait autant de possibilités qu'une tour qu'on avait à ses pieds, et qu'il va falloir travailler sur les mentalités pour dire, voilà, ça peut tenir dans un truc qui a la taille d'un smartphone ou qui est un smartphone. Je pense que les gens sont quand même assez réfractaires au changement de manière générale et qu'ils sont attachés à des objets, je pense aussi, parce que c'est pas nous, ça nous passionne parce qu'on est un peu geek et qu'on s'intéresse aux nouvelles technologies, que ça ne nous fait pas peur. Mais moi, je connais des gens pour qui c'est un outil et tout d'un coup se dire mais tiens, c'est plus pareil, c'est plus un truc qu'on ouvre avec une grosse alimentation, etc. Ça peut être un changement difficile à négocier. Mais tu vois, ça peut toujours l'être. Tu peux toujours avoir une coque de laptop dans laquelle tu balances ton téléphone. Et honnêtement, moi, si je peux aller bosser avec un téléphone, parce que ça pourrait juste, au final, être simplement ton téléphone, parce que tu as une puissance de dingue là-dedans. Donc, mais ceci étant dit, j'y réfléchis comme ça maintenant, mais c'est vrai que je vois de plus en plus, mais évidemment, c'est chez les cadres, c'est des gens qui échangent l'ordinateur portable au niveau professionnel par des surfaces, par exemple. Et effectivement, moyennant un dock qui va permettre d'avoir, avec un certain confort, l'écran, la souris, le clavier, etc. qui va bien. Mais par contre, c'est beaucoup moins lourd qu'un ordinateur portable. On peut le prendre comme une tablette, c'est un écran tactile. Donc c'est vrai que des choses hybrides comme ça, les mentalités évoluent sans doute plus vite que je ne l'imagine moi-même, peut-être. C'est possible. À suivre, évidemment, ce fameux Pocket PC, je sais pas si le nom est bien choisi par contre, parce que c'est un vieux truc. C'est un vieux truc, ça, ouais. C'est encore proto. Allez, on passe à la lettre M. Tiens, je parlais de Surface, on parle de Microsoft à la lettre M, Seb. Microsoft qui revient sur un menu plus classique pour sa prochaine suite Office. C'est de ça dont il s'agit ? C'est ça, le nouveau look, ça s'appelle le Fluent Design System. Ça, voilà. Et donc ça va commencer par Office .com, donc toutes les apps en ligne, et d'abord je pense uniquement sur Word avant de voir toutes les critiques, et puis sur tous les autres. Alors pourquoi je parle de toutes les critiques? Parce que cette news m'a fait assez rigoler, parce que donc ce ruban, donc ce nouveau menu qu'on a sur les Office depuis quelques années maintenant, qui est à quoi, quand on l'a lancé, ça prenait un tiers de l'écran. Bon, j'exagère un peu. Un tiers de l'écran au-dessus avec plein d'icônes pour te montrer tout ce que tu peux faire au bon endroit. Plutôt que d'avoir tous ces menus qui étaient inutilisables parce qu'il fallait 3 syllabus pour comprendre que pour mettre en gras, il fallait aller dans éditer, fonte, machin. Enfin, c'était l'enfer. Et donc, ils ont lancé ça à l'époque. Et ça a été un scandale. Ils se sont fait. Ça a été très dur pour les utilisateurs qui n'ont pas voulu migrer vers la nouvelle suite parce qu'il y avait justement cette réticence au changement versus tous ces gens qui avaient potassé tous les petits recoins des menus Office à l'époque. Donc il y avait eu une certaine réticence. Maintenant, c'est quand même bien rentré dans les mœurs, le nouveau ruban. Et Microsoft, d'une certaine manière, fait marche arrière. Donc là, ça me fait vraiment rigoler. Parce que ça fait 10 ans qu'ils nous bassinent avec ce truc. Et maintenant, on se retrouve avec de nouveau un menu et deux grosses toolbars avec les icônes. Bien sûr, le truc est un peu contextuel, le truc est flat, le truc a un nouveau design. Mais tu te retrouves avec une toolbar comme fin des années 90, flat. Et c'est le nouveau menu. Donc tu vois, l'histoire est un éternel recommencement en design aussi.
Et franchement, bah voilà, ça c'est le meilleur des exemples. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il y a plein de suites, toutes les suites Office concurrentes, hein, tu vois, les LibreOffice, etc. Ça fait des années que Microsoft agite le brevet en disant oui, mais c'est nous, vous pouvez pas copier le design, etc. Il y en a quelques-uns qui ont un design fort ressemblant, et bien ils vont pouvoir revenir à une toolbar classique parce que maintenant ça va être facile à copier. Ce que je trouve quand même impressionnant, c'est sur quoi se base-t-il pour prendre ce type de décisions qui sont quand même des décisions stratégique, hein, quelque part, même si, je pense qu'ils garderont leur clientèle malgré tout. Personne ne va abandonner la suite Office sous prétexte que la barre de menu n'est plus moins jolie ou convient moins, machin, etc. Mais malgré tout, sur quoi se base-t-il pour faire ce type de modification? C'est quand même très, très perturbant, non? Enfin, je sais pas. Ou alors c'est un effet de mode? Non, oui et non, il se base sur toutes les interfaces que les autres produisent aujourd'hui, c'est tous les trucs flat, oui. Et ça correspond plus vraiment à ce que Office est aujourd'hui. L'interface d'Office avec le ribbon, il y a 10 ans, c'était une révolution, c'est vrai que les interfaces étaient dégueu sur quasi tous les softs, personne ne faisait attention à ça, et Microsoft avait fait un énorme pas en avant. Maintenant, cette interface est là depuis des années et que ce soit Google ou Apple, ils ont fait de gros efforts pour justement avoir ce renouveau d'interface, ces évolutions pour toucher à l'ergonomie, avancer, l'améliorer en permanence. Microsoft sur le ribbon, bah voilà, est resté assez statique sur des années. Donc voilà, il devait faire quelque chose. Je ne sais pas si c'était la bonne chose, mais c'est vraiment très, très drôle. Ils ont peur, tu vois qu'ils ont peur, hein, parce qu'ils ne font sur le en ligne que sur Word. Les autres, surtout, on n'y touche pas pour le moment. Oui, on attend de voir. Tu vois. Ce qui est très perturbant, en fait, parce qu'on a l'impression qu'il y a un truc qui n'a pas été mis à jour en même temps. Enfin, c'est toujours un petit peu particulier. Affaire à suivre aussi, parce qu'on aime bien, finalement. On suit justement. Oui, c'est ça. M comme Microsoft. Tiens, oui. Microsoft qui déploie son premier data center sous-marin. Je me rappelle, on en avait parlé il y a très longtemps de cette idée-là. Et finalement, là, ça va être opérationnel en fait. C'est ça. Donc là, c'est la news top du jour de Microsoft. Enfin, top. On avait un peu décrit le truc en se disant ils vont réchauffer la mer. Oui, ok, bon, c'est pas pire. Ils vont fatiguer les poissons. Voilà. Donc là, on a la première photo du truc avec un gros logo dessus. On peut pas le louper. Ça fait 12 mètres de long. Ça me paraît beaucoup plus grand, mais bon, voilà, sur la photo. Et donc, c'est un cylindre, ça ressemble à un oléoduc, mais fermé à deux extrémités, quoi, c'est ça? Oui, voilà. Ou ouais, c'est un cylindre. C'est mieux. C'est mieux. Et un gros cylindre. Mais un grand, hein. Un gros, hein. Il est blanc, hein. Un gros blanc. Estrié. Ça fait mal, ça. Mais j'ai pas essayé. Mais donc ils vont le mettre où dans l'eau. Oui, ça je sais, mais à quelle profondeur Alors à quelle profondeur? À 117 pieds. Alors ça doit faire quoi? Quelque chose comme 30-40 mètres plus, hein. 117 pieds. 117 pieds. 30 pieds, c'est 9 mètres. 40 pieds, c'est 12 mètres, ils disent. Donc 117 mètres x 3, voilà. 36 mètres. 36 mètres, ok. Un truc comme ça. Ils vont le mettre sous la flotte, pas tellement loin d'ici. D'ici, d'où? De Nivelles. C'est l'eau. Non, Scottish. Donc, voilà. C'est en Écosse. Oui. Ils vont le taper au large de l'Écosse, à quelques kilomètres au large de l'Écosse. Et donc ce truc que vous avez vu de 12 mètres de long va contenir 864 serveurs. D'accord. Avec toujours le principe qu'on rappelle, si vous ne suivez pas depuis très longtemps, parce que c'est un très très vieil news. Combien de serveurs? 864. Et un sysadmin. C'est clair que si tu as une barrette pétée et que tu dois aller dedans, tu tires la gueule. Mais ils estiment que pendant, alors je sais plus combien d'années, tu dois pas y aller pendant 6 ou 7 ans, un truc comme ça, et puis après tu dois pas y aller. Enfin, tu peux laisser le truc au fond de la mer, ça va fonctionner pendant des années. Le truc intéressant qu'eux espèrent pouvoir prouver avec ça, c'est que, ça va tenir le coup. Parce qu'ils disent, là où on va le mettre, il y a franchement des courants qui sont tellement violents que si ça résiste là, ça va résister partout. Oui. Et en même temps, ils vont pouvoir prouver que leur data center sous la flotte
il résiste aux intempéries, mais surtout, comment dire ? Il est tempéré. Il est tempéré. Et donc, ça permet de ne pas dépenser toute l'énergie d'un data center classique pour le refroidissement, parce que ici le refroidissement se fait grâce à l'eau qui est simplement son élément. On ose imaginer que même vu la taille du truc, dans la mer, ça va aller. Enfin, en même temps, la chaleur qu'il va développer ne va pas non plus réchauffer l'atmosphère. Enfin, je veux dire, c'est marginal, quoi. C'est marginal, mais là on parle seulement de 1 et de 864 serveurs. Si tu prends les data centers de Google, d'Apple, on parle beaucoup plus de machines que 864 serveurs. Ça peut être peut-être plus nocif pour la... Là, c'est peut-être moins anecdotique sur effectivement le réchauffement possible et l'écosystème local du truc. Donc là, c'est analysé d'un point de vue un peu plus pragmatique. Mais sinon, sur le fait, c'est pas mal parce que l'ERCO, c'est une consommation d'énergie qui est phénoménale. Ouais. Donc, c'est un très bon coup de Microsoft si ça fonctionne, et en même temps ils disent que ça aide à un autre point qui est vraiment très important, c'est qu'ils vont pouvoir mettre des data centers comme ça juste à proximité de villes. Oui, aussi. Oui. Donc ils vont pouvoir raccourcir les distances entre la fourniture des data et là où elles sont consommées. Parce qu'ils disent qu'avec ces 864 serveurs, ils peuvent stocker, alors je sais plus, qu'est-ce qu'ils nous avaient dit, 5 millions de films. Ils disent voilà, on peut stocker 5 millions de films. Est-ce qu'ils ont dit combien ils allaient devoir dépenser pour se protéger contre Greenpeace ou pas? Ça, c'est une autre affaire. Ça a quand même l'air vachement costaud. Hein. Ouais. Si tu regardes les photos, c'est quand même vachement costaud. Oui, non, ça a beau être costaud, n'empêche que c'est un corps étranger plongé dans un liquide. Qui déplace. mais que voilà, peut-être que ce truc va peut-être produire du bruit ou des vibrations qui peut déranger les petits poissons, et donc voilà, les gens qui protègent la nature, et ils ont raison de le faire, je pense, seraient en droit de demander des comptes et de dire tiens, ben voilà, c'est peut-être une bonne idée parce que ça, d'un côté, on ne gaspille pas d'énergie, on ne produit pas d'énergie inutilement pour refroidir des trucs, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? En gros, c'est ça. Avec tout le boucan que ça va faire, on va croire qu'il y a des sous-marins partout. C'est ça. Est-ce que ça perdure pas les sous-marins, par exemple? Ça, on s'en fout, en fait. Oui, parce que... Non. Nous, oui. Quelle est l'utilité d'un sous-marin? C'est du militaire, on s'en fout. Pas que du militaire. Juste avant qu'on enregistre, j'ai pas pris d'image, mais il y a quelqu'un qui a produit un sous-marin qui peut faire pâlir des yachts. C'est un sous-marin de luxe pour gens très très riches. À mon avis, il y a personne qui peut se l'offrir. Ça ressemble à un sous-marin militaire, mais sauf qu'il y a des galeries, il y a des baies vitrées. C'est très très joli. Il faudra qu'on vous en reparle à l'occasion, mais ça existe des sous-marins privés, monsieur. Oui, il y en a, mais ça coûte une blinde. Même plus qu'une blinde. Bref, ok, ben voilà pour la lettre M et Microsoft. On aura sans doute la saison prochaine des nouvelles des petits poissons. La lettre O comme open source. Voilà un sujet qu'on apprécie particulièrement. Le logiciel libre, on l'aborde régulièrement dans des hors-séries. Ça, vous l'avez peut-être noté. On a une série de hors-séries, une playlist dédiée sur notre chaîne YouTube. Ici, Xavier, on parle du projet Common Voice de Mozilla, disponible maintenant en français. De quoi s'agit-il? Effectivement, donc Mozilla en fait veut créer une alternative open source aux assistants vocaux qu'on connaît bien de Google, Apple et Amazon. Donc en gros, ils veulent créer vraiment une base de contenu audio que les développeurs vont pouvoir utiliser pour leurs projets qui utilisent la voix. Alors, en 2017, la Fondation avait déjà lancé Deep Speech, qui est une plateforme logicielle qui permet de créer des systèmes de reconnaissance vocale basés sur du deep learning. Mais pour alimenter tout ça, ils ont besoin d'un stock de données avec des enregistrements de voix. Et donc, ils ont lancé la plateforme Common Voice, qui va être une source de contenu vocal avec l'objectif de contenir évidemment un maximum de langues, puisque c'est un projet open source et qu'ils veulent vraiment l'internationaliser. Alors, le projet est alimenté par des bénévoles qui vont pouvoir ajouter des phrases qu'ils vont lire à l'écran. Donc, le système va vous proposer des voix à lire, des phrases ou des mots à lire. Chacun peut contribuer en s'enregistrant, mais si vous n'avez pas envie d'enregistrer votre
votre voix et donc d'être repris dans cette base de données. Vous allez pouvoir aussi approuver la prononciation de phrases existantes. Donc, on va vous proposer à l'écran toute une multitude de phrases. Vous allez l'écouter et vous allez dire si la prononciation est correcte ou pas, pour pouvoir justement définir la qualité de cette base de données. Alors, d'abord c'était en anglais, mais maintenant il y a plusieurs langues qui ont été rajoutées, dont le français. Donc si vous voulez aller voir, on met le lien dans le bas de la vidéo. Oui, plus particulièrement sur le site lestechno.be, c'est là que vous retrouvez toutes les sources des informations dont on vous parle dans notre revue de presse hebdomadaire. Ça voudrait dire qu'à terme, on pourrait très bien avoir un assistant vocal qui va nous répondre avec peut-être la voix de quelqu'un qu'on connaît. Oui, donc c'est le but, mais j'imagine qu'ils analysent aussi la voix pour recréer peut-être une voix plus générique, comme on connaît, comme Siri ou ce genre de choses, quoi. Ok, bon, bah pourquoi pas. C'est un projet qui peut. Alors après, il faut voir qui va s'en. Il me semble que j'ai vu passer d'ailleurs des informations concernant un assistant vocal pur open source, j'ai oublié son nom, mais à l'occasion il faudrait qu'on en reparle parce que ça semblait intéressant. Si ça se trouve, ça se nourrit du même projet, soyons clairs. On passe à la lettre S comme sécurité, la marotte de Seb. On parle de Cortana qui a une faille manifestement qui fait tâche. Oui, c'était annoncé ici il n'y a pas tellement longtemps, c'était hier au moment où on enregistre ce podcast. Si vous le regardez l'année prochaine, ce n'est pas de notre faute. Voilà. Si vous prenez longtemps pour courir, c'est pas de notre faute non plus. Donc ceux qui nous écoutent au mois d'août, joyeux mois d'août. Donc c'est un truc qu'on a annoncé hier, effectivement. Il y a une faille qui est assez drôle dans les dernières versions de Windows 10, c'est que tu pourrais simplement utiliser Cortana, donc l'assistant vocal, pour continuer encore une fois là-dessus, développé par Microsoft, et comme lui exécute des commandes sur la machine locale, et il t'écoute même quand tu as locké ta machine, tu peux réussir à le faire ouvrir un menu contextuel, et de ce menu contextuel, tu peux réussir à gagner un accès à la machine alors que la machine était bloquée. Donc grâce à Cortana, en lui demandant simplement quelques petites instructions, pim, tu as accès à la machine. C'est un peu la méthode raccourci clavier quand la souris ne fonctionne plus. Là, c'est la version vocale quand on n'a pas accès au clavier. Sésame, ouvre-toi, et poum, ça y est. Voilà. Les devs ont mis un easter egg pour pouvoir accéder aux machines de tout le monde. Oui, c'est ça, juste à la voix en fait. C'est vraiment trop bête. J'imagine le gars qui arrive pour dépanner ta machine. Non, ça va, déloque pas, je vais m'en occuper. Ouvre-toi, Sésame. C'est bête comme... c'est bête, et c'est con. Mais c'est corrigé, donc si vous voulez, faites une mise à jour et c'est bon. Sinon, tant pis pour vous. Voilà. Ceci dit, les mises à jour, vu comment Microsoft nous les impose, c'est difficile de passer au travers quand même. C'est difficile aujourd'hui, comme on le faisait dans le temps. Rappelez-vous, avec XP et même Windows 7 aussi. Quand il n'y avait pas Internet. C'est ça. De se bloquer du monde et de dire non, moi je vais rester sur cette version qui fonctionne super bien avec mes applications qui fonctionnent super bien, je ne veux pas de vos mises à jour qui vont tout foutre à plat. Là maintenant c'est foutu avec Windows 10 depuis un moment déjà. C'est difficile. Ça devient difficile de passer au travers de ces mises à jour qui peuvent des fois être bien embêtantes. On était à S comme sécurité, on accélère un tout petit peu, on passe à S comme Sonos. On vous proposera durant l'été, c'est Bruno qui fera ça, je pense, un hors-série consacré à des nouveautés de chez Sonos, mais on aura l'occasion d'en reparler. Xavier, on parle ici de Sonos qui va collaborer avec Ikea, tiens. Oui, c'est dommage que Bruno soit pas là pour en discuter parce qu'il connaît beaucoup mieux l'environnement Sonos que moi. Ouais. Mais ici, effectivement, c'est Ikea qui a dévoilé lors de son event, le Democratic Design Days, une collaboration avec Sonos. Donc, Sonos, pour rappel, c'est ce fabricant d'enceintes multi-room qui sont pour la plupart sans fil d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et donc, Ikea a dévoilé de nombreux croquis et des projets. Donc, c'est encore à l'état de prototype.
prototypes, des projets d'enceintes qui seraient compatibles Symfonisk. Et l'enceinte, évidemment, comme c'est le fabricant suédois, va pouvoir servir de meuble, être intégré dans une cuisine ou autre. Donc pour le moment, ils ont montré plutôt des croquis et des premiers prototypes, donc c'est pas prévu avant l'été 2019. Toutefois, il y a des échos comme quoi le produit serait moins cher que l'entrée de gamme de Sonos, qui est actuellement aux alentours de 179 € pour le Play One, si je me trompe pas. Ok, bon ben voilà, petite info sympa pour ceux qui sont fans des meubles Ikea, ou de Sonos, ou des deux. Ça conforte Ikea dans sa position de développeur d'objets plus en plus connectés et high-tech, puisque avant ils se contentaient de faire des meubles, mais maintenant ils commencent à rentrer un peu dans la domotique. Ici, la hi-fi, ils font déjà des télés, etc. De la lumière, des LED commandés, des chargeurs de GSM. Sur des tables, sur des meubles. Quand on dit chargeur, on parle bien à induction, hein, donc. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Il y a de plus en plus. C'est vrai que on va vers ce genre de solution aussi. L'intégration complète. Ouais. Enfin, quand ton chargeur est pété et que sur ton meuble de salon, ça fait quand même un peu. Attends, je dois changer le chargeur. Bah non, je dois changer le meuble. Tu vois ? Oui, ça c'est le tout en un. Comme on disait dans le temps, c'est le problème, c'est que c'est le maillon le plus faible de la chaîne parce que ça peut être le contraire aussi. Tu vois, tu casses une patte du guéridon, t'as plus de chargeur. C'est un peu voilà. Bon, bah, chacun évaluera les risques. Moi, j'avais un petit peu peur quand j'ai vu Ikea qui collabore avec Sonos, que tout d'un coup ils allaient faire des Sonos à monter soi-même, etc. Toujours se méfier des trucs en kit, moi je dis. T, les lettres T comme Tesla. On en parlait au tout début, on reparle de Tesla ici qui se sépare de 9% de ses employés. Moi je pensais qu'ils avaient besoin de monde pour fabriquer cette foutue Model 3 qui n'arrive pas à sortir, Sébastien. Oui, mais c'est pas au niveau de la force de fabrication qui licencie, c'est au niveau de tous les autres. D'accord. Donc c'est tout le staff au-dessus, on dit bon voilà, on n'a pas le choix, on a besoin de sous. J'imagine la négociation avec les syndicaux, on veut bien les réengager, mais à ce moment-là, ils doivent aller à l'usine. C'est pour les faire passer d'un point à l'autre de l'entreprise. Non, et ils veulent pas tous les mettre à la rue. Ils ont un plan où effectivement ils espèrent pouvoir les recaser dans une autre société où ils avaient un. Ah, ils ont des tunnels à creuser. Oui, c'est ça. Des fusées à envoyer. Des fusées à envoyer, des tunnels à creuser, puisqu'on le rappelle, Elon Musk est propriétaire de Boring Company qui creuse des tunnels. Ils ont d'ailleurs signé un tout gros contrat, mais on aura peut-être l'occasion. Un énorme contrat, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Et puis il envoie à SpaceX des fusées. Il cherche peut-être des volontaires pour aller sur Mars. Non, là il est plus sur la vente de ses produits solaires en fait. Donc il les balance de Tesla vers les ventes où là effectivement apparemment ils avaient un partenariat avec Home Depot. Et c'est Home Depot qui vendait, et là ce serait plus Tesla qui le ferait. Enfin pas Tesla mais une autre société en direct, mais là c'est dégagé de Tesla. Donc voilà, ça ce serait possible, mais en fait pourquoi notre Elon Musk fait ça? Tout simplement parce que oui, ils ont des petits problèmes de sous, d'une certaine manière. Ça coûte cher de construire des méga usines, ça coûte cher de construire des nouvelles voitures. Et on en parlait la semaine passée, il a énormément de déchets sur la fabrication des batteries de la Model 3 justement, où il y a une grosse partie qui doit être recyclée, donc ça a des coûts aussi inattendus. Enfin, en tout cas pas prévu au départ, donc oui, il a besoin de liquidité quoi. Il a besoin de liquidité, et lui espère qu'en licenciant alors je sais plus combien ça fait, mais c'est quand même quelques personnes, les 9%, merde, je sais plus, enfin je les retrouverai. Mais il espère grâce à ça tenir effectivement jusqu'à la fin de l'année, et que l'année prochaine il soit profitable, et donc il n'ait pas besoin de faire une levée de fonds ou une levée de fonds plutôt limité. Donc voilà, lui n'a pas envie d'être dilué apparemment, plus dilué que ça dans sa boîte. Parce que vendre des casquettes et des lance-flammes c'est bien un moment, mais ça nourrit pas son âme. Ça c'est limite, tu sais pas payer des milliers de personnes. C'est ça. Et alors ce qui est amusant comme toujours, c'est que au moment de l'annonce, l'action a augmenté de 7%, donc tout le monde trouve ça génial. On licencie, c'est bon, donc on va avoir plus de dividendes, donc c'est bien.
C'est bien. Tout le monde va faire plus d'argent. Ouais. On verra bien comment ça va se passer. On attend toujours que ce modèle 3 sorte de manière régulière, parce qu'il y a des gens qui attendent quand même maintenant depuis un bout de temps. On savait que ça allait prendre du retard parce que les annonces de Elon Musk sont toujours très très positives et voilà, mais ça tarde à venir. Affaire à suivre une fois de plus. On est déjà à la lettre V comme véhicule électrique. On continue à parler véhicule électrique, mais il n'y a pas que Tesla dans la vie, Xavier, il y a également Porsche. Effectivement, Porsche a dévoilé pour ses 70 ans, donc les 70 ans, le nom de la première Porsche électrique dont la production va démarrer en 2019. Et contrairement à ce que beaucoup de monde pensait, ce sera pas la Mission E, ce sera la Taycan, donc T-A-Y-C-A-N. C'est un nom qui signifie jeune cheval vif, en référence au cheval cabré de l'écusson de la marque depuis 1952. Alors, comme on peut s'y attendre, c'est une voiture qui va être relativement sportive puisqu'elle va avoir 2 moteurs synchrones. Alors là, je reprends les termes parce que je suis pas spécialisé en mécanique, mais 2 moteurs synchrones à excitation permanente. C'est joli, non? Ouais. Avec une puissance cumulée de 440 kW, ça veut dire à peu près 600 chevaux. Elle va faire le 0 à 100 en 3 secondes 5 et elle va atteindre les 200 km/h en moins de 12 secondes. Alors, malgré toute cette puissance, il parle quand même d'une autonomie de plus de 500 km. Donc c'est quand même un beau résultat quand on compare à d'autres modèles. Et Porsche a indiqué qu'ils avaient l'intention d'investir plus de 6 milliards d'euros dans la recherche et le développement de véhicules électriques d'ici 2022. Donc, on imagine l'enjeu pour une marque aussi emblématique que Porsche et ce que ça symbolise pour plein de gens dans le monde. Moi je me rappelle d'un salon de l'auto à Bruxelles où j'avais rencontré des gens de chez Porsche en Belgique et des clients, et c'était il y a 10 ans, mais quand on leur disait qu'est-ce que vous pensez d'un jour avoir une Porsche électrique, les clients regardaient le commercial avec des grands yeux en disant ça n'arrivera jamais, ce sera pas une Porsche quoi. Si ça fait pas vroom vroom, c'est pas une Porsche. Et donc j'imagine que là ils ont réuni l'alignement des planètes semble bon pour pouvoir sortir ce genre de véhicule, mais ils doivent mettre le paquet pour ne pas décevoir le porschiste, comme on l'appelle, pour ne pas le décevoir. Je pense. Je pense qu'il s'ouvre simplement un marché supplémentaire. Et à mon avis, il y a des porschistes qui voudront toujours entendre le bruit de leur moteur et qui aiment les belles mécaniques. Et à côté de ça, ils vont peut-être réconcilier certaines personnes qui s'intéressent à l'électrique, mais qui veulent quand même une voiture de la marque. Ça m'est pas convaincu. Si ? Non, moi je suis pas convaincu. On a eu une très longue discussion ce midi avec un client. Donc il lui disait les voitures autonomes, on verra pas ça de notre vivant. J'ai l'impression qu'on sous-estime un peu l'industrie automobile et le coup qu'ils ont pris avec Tesla. Honnêtement, je pense que d'ici 5 ans, on se posera plus vraiment la question de quel type de bagnole on va acheter. Et d'ici les 10 ans, on aura une grande partie du parc qui sera soit électrique, soit déjà électrique et en partie autonome. On sera pas mort avant de voir des bagnoles électriques autonomes sur la route, quoi. Moi, j'en suis convaincu. Pour ma part, pourtant, je suis pas le plus jeune de l'équipe, mais je suis convaincu que j'en verrai circuler sans conducteur, ou en tout cas de manière autonome. Ça, ça existe déjà. C'est de la science-fiction, quoi. C'est plus de la science-fiction, et la voiture électrique n'est pas de la science-fiction non plus. Il y a des problèmes techniques à régler, le problème des batteries, entre autres, l'alimentation électrique, la manière dont on va fournir cette électricité aussi. Là, il y a peut-être des choses à faire évoluer. Mais toutes les marques maintenant, moi aussi j'en parlais ce midi mais avec quelqu'un d'autre, c'est Hyundai qui propose un véhicule qui se décline en véhicule dit normal à essence, hybride et électrique. Et donc tout le monde y va. Et à un moment donné... C'est une question de santé publique. Il y a de ça, et puis c'est l'évolution ça, on n'y coupera pas, mon bon monsieur. Oui, mais c'est une évolution des mentalités. Si tu regardes au niveau, là je me permets une petite discussion, au niveau retail, au niveau marque, ils sont tous en train de se poser des questions en se disant, la génération qui arrive maintenant, elle est sensibilisée à l'environnement plus que nous, nous vieux cons.
Désolé, si vous nous écoutez, vous avez la trentaine. Ben voilà, on fait partie déjà des vieux. Et donc les jeunes... Comme il se rajeunit, c'est dingue. Bah attends, oui, à partir des vieux. J'ai toujours la trentaine, tu sais. Oui, c'est vrai, en fait. Mais... Ouais, perdu, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, la preuve, j'ai encore des cheveux. Oui, c'est juste. Moi. Oui. Bon, mais moi. Disons qu'ils poussent plus difficilement. Voilà. C'est ça. Putain, je sais même plus ce que j'étais en train de raconter. Non, mais c'est vrai. C'est le niveau sociétal. Donc oui, ces jeunes, ils s'intéressent à la marque et ils vont acheter une marque de par l'image qu'elle donne sur le fait qu'elle se préoccupe du bien-être à long terme. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, s'ils sont pas en train de le faire tous aujourd'hui, les fabricants de bagnoles, parce qu'il leur faut plus qu'1 an pour se retourner, mais dans 10 ans, seules les marques qui produisent des bagnoles qui sont vertes, entre guillemets, écolo, où on sait que ben voilà, tu vois, c'est une bonne image parce que ça fait pas de bruit, ça pollue beaucoup moins, etc. Eh ben, tant pis pour eux, quoi, s'ils sont pas dans le loop. Hein, donc, c'est une grosse révolution qui est en marche. Il y a des choses. Alors, je parlais du bruit du moteur, par exemple. Rappelons que le bruit du moteur, c'est une contrainte technique devenue un argument marketing. Le vroom vroom. Hein, ben c'est vrai, parce qu'on dit, elle fait un beau bruit. Non, ça reste du bruit. Du bruit, c'est du bruit. C'est de la merde. C'est chiant, ça fait mal aux oreilles, machin, etc. C'est juste du bruit. Un beau bruit, c'est comme... Mais non, mais c'est vrai, un beau bruit, ça ne veut rien dire. C'est juste ridicule. Donc, voilà. Mais on est arrivé à vendre ça aux gens. C'est un beau bruit. Et du coup, la voiture, il faut qu'elle fasse un beau bruit. Si elle fait pas vroom vroom, si elle fait zzz, ça va pas. Donc ça va devoir, là aussi, il faut faire évoluer les mentalités. C'est ça le truc. Je te rassure tout de suite, mon modem VDSL, il fait plus tout pour la verbe. Oui, c'est ça. Et on s'en sort très bien. Et ça reste un modem. Ça reste un modem, hein. Mais quand on a vu... Mais c'est ça justement, c'est quand on voit les avantages que ça procure, on peut se passer du bruit du modem. Tu vois, c'est quand on a compris que ça allait plus vite, ça va, on n'a plus besoin d'entendre le... Mais on l'a bien retenu pourtant. Hein. Ça fait très vieux con par contre, ce qu'on vient de faire là. On va parler du son du 14.4 ou de 28.8, ça fait très vieux con. Ça a perdu beaucoup de monde là. Oui, non, à cette heure-ci... V comme voiture, véhicule électrique, c'est fait. Il reste U dans ma liste. U comme Uber. Uber qui voudrait détecter l'abus d'alcool. Tiens, Xavier. Oui, alors c'est pas pour voir si les chauffeurs ont trop bu. Ici, ils ont donc déposé un brevet avec sur une intelligence artificielle qui pourrait détecter si les clients ont trop bu. Alors comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? L'algorithme pourrait par exemple s'appuyer sur les fautes de frappe de l'utilisateur. Il pourrait observer les habitudes et donc l'attitude du client pour repérer ce qui est inhabituel. Donc par exemple aussi la façon d'interagir avec l'application, s'ils sont plus lents que d'habitude, s'ils sont maladroits, donc s'ils doivent s'y reprendre à 3 fois pour appeler un chauffeur, si il marche rapidement et son tout comportement droit. De manière générale. Quoi, oui. Voilà, donc c'est vraiment comme détecter le but, et l'idée c'est aussi de s'appuyer sur l'endroit et l'heure de la journée. Donc si vous mettez 3 fois si vous devez vous y reprendre à 3 fois pour commander un Uber quand vous sortez de boîte, ben voilà, c'est sans doute que vous êtes bourré, et l'idée c'est donc le brevet indique qu'il voudrait adapter le service en conséquence de cette information. Donc on peut imaginer que c'est par exemple pour avoir des conducteurs qui seraient plus expérimentés à prendre en charge des personnes qui ont un petit peu bu, ou bien les diriger vers certains types de véhicules, ou alors voilà. Donc oui, c'est ça. On va peut-être pas mettre on va mettre ce grand baraquet qui va chercher ce monsieur à la sortie d'une discothèque parce qu'il a l'air un peu éméché. Pourquoi pas avec des vieilles voitures ou avec des banquettes recouvertes de plastique, ou avec des sacs à vomi, ou un camion ben. Oui. Le ramassage. Quel est le camion ben le plus proche? Finalement, c'est vrai que ça peut peut-être rassurer les chauffeurs aussi, hein, de se dire que voilà, il y a une application que Uber ne les envoie pas à la mort.
pour aller charger un mec un peu chargé. Il peut y avoir des abus. Hein. Nous, on voit ça positivement et drôle. Oui. Par contre, tu veux abuser de quelqu'un, vider son portefeuille ou quoi que ce soit. Le problème, c'est si tu es bègue. Oui. À tous les coups, tu te retrouves là, dans la benne. C'est discriminant en fait ce truc. Ça n'est pas possible. Il faut pas. Au final, tu vas reprendre le volant si t'as bu parce que Uber ne voudra plus te prendre en charge. Oui, c'est ça. Donc voilà. Bon, allez, on en a fini pour ce 173e épisode. Pas de lettre W cette fois-ci. On aura sans doute une la semaine prochaine, peut-être, avec d'autres chroniqueurs, sans doute, puisque nous terminons tout doucement la saison. Vous le savez, durant l'été, on vous proposera quelques hors-séries, évidemment, aussi un peu d'actualité au milieu de l'été, un peu comme on a l'habitude de faire maintenant depuis 4 saisons. Voilà, comme ça, vous êtes un petit peu avertis de ce qu'on prépare dans l'ombre. On va dire bonne soirée, bonsoir, bonne journée, bonne matinée, c'est selon. À Xavier, merci également à Sébastien, qu'on retrouvera très prochainement dans un hors-série du coup, hein, puisque cette saison-ci, je pense que pour l'un comme pour l'autre, c'est fini. Hein, vous êtes en vacances les garçons, donc ils ont de la chance ces deux-là. Merci à vous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner avec tout ça, avec les technos, sur lestechno.be, sur notre chaîne YouTube et les autres plateformes de téléchargement de podcasts. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.